Salut les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une vidéo consacrée aux règles de Midara, nouvelle version, c'est-à-dire 1.1. Je vais dans cette vidéo vous parler de comment on gère les ennemis dans le jeu, le procédé d'IA, et puis quelques petites autres choses liées aux ennemis. J'ai sorti... ce sont des monstres qu'on rencontre dans le tuto, pas forcément dans le premier scénario, mais dans le tuto. Euh, donc, il n'y a pas de spoiler majeur, mais j'avais besoin de plusieurs monstres pour vous montrer quelques particularités. Donc, la première chose, je vais parler du loot. Quand on tue un ennemi, eh ben, on pioche une carte loot. Le deck de loot, il est construit. Là, il est construit. Sa composition fait partie est indiqué au dos du livre de règles, dans une des deux pages d'aide de jeu juste à la toute fin. Je crois que c'est l'avant-dernière page, mais bon. Elle contient un certain nombre de cartes de telle valeur d'or. La plupart des cartes sont des valeurs d'or. Donc vous voyez ici 4, 6, 9. À chaque fois que vous tuez un ennemi, vous piochez une carte. Il y a une petite exception, c'est certains ennemis en haut à droite de leur carte ont le mot-clé Swarm. Swarm, ça veut dire quand l'ennemi du groupe, le dernier ennemi du groupe en question meurt, vous piochez une carte. Donc vous voyez ici, le Ursloa n'a pas le mot-clé. Chaque Ursloa, même s'il y en a potentiellement deux sur la table, vous fait piocher une carte. Ici, dès que le troisième meurt, vous piochez une carte. Il y a trois types de cartes un petit peu différents. Je vais juste les évoquer. Bon, je vais bien entendu pas arriver à les trouver parce que il y a trois cartes qui vous font piocher des cartes spéciales. Une qui vous font piocher dans un petit tas qui s'appelle Unique Item, qui sont liés à votre niveau. Donc Mundane, Common, Uncommon et Rare. Puis bien entendu plus tard d'autres niveaux. Donc chaque scénario en fait a un niveau associé. Donc on va commencer à Mundane, on va faire une grande partie, on va faire pas mal de temps sur Mundane, puis le jeu va vous dire attention, vous venez de passer. Donc là il faudra mettre à jour ce deck là, le deck de combattant avec la bonne nouvelle composition, faut pas oublier. Normalement, je crois qu'il y a un petit tête de jeu au moment où ça arrive pour vous dire, un petit rappel, un petit tips pour dire il va falloir le faire. Le deck de Unique Item Loot, voilà. Et quand vous le piochez, vous le prenez directement. Un autre deck qui permet de vous lancer 2 dés et ça vous fait piocher une carte du type indiqué par ces 2 dés là dans les cartes achetables. Et un Monster Loot qui est chaque monstre a entre 1 et 3 loots spéciaux qu'on ne peut obtenir dans le jeu que si on tue un ennemi, que si on pioche cette carte-là, Monster Loot. Voilà. Donc c'est une source de... C'est une source de comment ça s'appelle, je vais vous les montrer. C'est... Voilà, Unique Loot. Monster Loot, je viens de le voir à l'instant, mais bien entendu. Monster Loot. Et l'autre, c'est celle-ci qui vous fait lancer 2 dés. Vous lancez 2 dés blancs, puis vous prenez un accessoire au hasard, une armor, relique, bien sûr dans le niveau en cours. Bon, maintenant, quelque chose qui est assez important, puisque la question est souvent posée. Si on me demande de faire apparaître un monstre et qu'il y a déjà des monstres de ce type-là, par exemple... j'ai déjà le Cave Sickle numéro 6. Alors je vais les mettre dans l'ordre. J'ai déjà, par exemple, sur le plateau, le Cave Sickle numéro 3 et le 5. Ils font partie de 2 groupes différents. Comment je sais sur quel
à quel monstre arrive. C'est tout simple, il faut vraiment pas se poser la question. Il faut mettre dans le plus petit chiffre disponible. Si le 1 si le monstre numéro 1 n'a pas été placé sur le plateau, alors ça c'est le 6 bien entendu, si le 1 n'a pas été placé sur le plateau, et ben on place le 1 et on remplit les slots vides au fur et à mesure. Ce qui peut effectivement, enfin certains en parlent un petit peu, créer des effets de seuil qui sont plutôt positifs pour les héros. Par exemple, si vous avez 3 Cave Cycle déjà là, et que vous en faites apparaître juste un, et que vous le tuez, bah concrètement, vous avez tué le deuxième groupe. Donc vous piochez, malgré le fait que vous n'ayez tué qu'un seul Cave Cycle, vous ne piochez qu'une carte. Donc c'est pas vraiment tous les 3 monstres Swarm qu'on loot, mais quand on finit un groupe. Voilà. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de l'anatomie de la carte. Bah, vous avez les points de vie du monstre, la défense, le mouvement, l'armure, les dés de combat qu'il va falloir lancer, les dés de conviction, les dés de casting s'il en a. S'il ne peut pas du tout lancer de sort, il n'a généralement pas de casting. Certains pouvoirs ne marcheront pas sur certains monstres qui n'ont pas de dés de casting. Ensuite, vous avez des couleurs et des numéros qui servent à associer les monstres. Vous avez ensuite des pouvoirs passifs. Vous avez des immunités par exemple. Vous avez celui-ci qui donne des bonus en monstre suivant le nombre d'autres ennemis du même type, c'est-à-dire les Cave Cycle du même type qui se voient les uns les autres, enfin qui voient lui. Donc plus un monstre voit de ses copains, bah, plus il tape fort. Et il finit par obtenir des bonus en défense. Donc ça c'est la première partie, c'est la plus simple. Enfin c'est toujours valable, vous avez d'autres types de bonus. Ici il a un mot-clé supplémentaire qui est Hulking, qui est décrit dans la partie mots-clés. Et ensuite, vous avez ici Arcane élusive de mots-clés, il a des pouvoirs spéciaux, etc. Il peut avoir pas mal de passifs différents. Il faut bien les regarder pour bien les comprendre au début. Ensuite, vous avez une série de questions qui vont vous servir quand la figurine est activée. Et ben, on va résoudre ces questions-là. Il faut toujours commencer par celle du dessus. On vous pose une question. Est-ce qu'il y a un adversaire adjacent ? Si oui, on fait le texte et on sort dès qu'il y a un trait. Comme ça. Donc par exemple, si la première elle est valide, le monstre ne fait que ça et il a fini son tour. On finit de résoudre sa phrase, on sort. Si la première phrase n'est pas valide, on passe à la suivante. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait ? Bah, ça permet de différencier le comportement du monstre. S'il a quelqu'un à côté de lui, s'il a quelqu'un loin, et c'est spécifique à chaque type de monstre. Donc par exemple, les lanceurs de sorts, bah, s'ils ont quelqu'un au contact, ils vont essayer de se reculer pour avoir un pouvoir un peu défensif. Ils vont jouer tout ce qu'il faut. Il y a parfois, si ça arrive au bout, bah, dans le cas de ce monstre-là, bah, il peut tout à fait ne rien faire du tout de son tour. Si toutes les questions sont fausses. C'est pas vrai pour tous les monstres. Si on regarde par exemple le Ursloa, il a des questions. Hop, j'expliquerai le Continue juste après. Et ensuite, il a tout à la fin Otherwise, qui est donc toujours valable. C'est-à-dire, si jamais aucune enfin, si on arrive à lire ce truc-là, eh ben, il fait ça quoi qu'il arrive. Il a pu tout à fait sortir. Donc, par exemple, le Ursloa, quoi qu'il arrive, même s'il est trop loin de vous, etc., bah, lui, il s'en fiche. Il se déplacera s'il est trop loin pour pouvoir faire une des attaques qui est au-dessus, etc. Le deuxième effet possible, c'est le Continue Dawn. Si jamais, après une instruction, et ben vous avez un continu, là, vous ne sortez pas de son IA, mais vous lisez la phrase d'en dessous et vous continuez tant que vous n'avez pas de Continue Dawn ou tant que vous ne sortez pas dans une option. C'est assez facile à gérer la plupart du temps. L'IA n'est pas très complexe à gérer, mais ça permet de faire des choix un petit peu, enfin des comportements très personnalisés. Donc tous les ennemis ont ce genre de pouvoir.
Ensuite, deux trucs. Donc, ils vont faire des attaques, soit des attaques de corps à corps, par exemple, symbole de corps à corps, soit des attaques à distance, le chiffre indiqué après étant la portée. Donc, je rappelle, hein, la portée que j'ai expliquée dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que vous contenez même les cases en diagonale, etc. Vous comptez les malus quand vous tirez. Si jamais il y a des choix un petit peu ambigus, que la règle d'or, il y a tout un chapitre sur la règle d'or, de comment, on va dire, interpréter les cas où le monstre aurait un choix, par exemple. Il faut choisir le choix au détriment des joueurs, celui que vous feriez. Alors, bon, si vous êtes de mauvaise foi, vous pouvez jouer de mauvaise foi. Voilà. Ensuite, y a quand même une règle avant celle-ci. S'il y a un opposé, par exemple, je vais vous lire la première. S'il y a un adversaire adjacent à vous, vous faites une attaque contre l'adversaire qui a le plus de dégâts sur lui. Donc le plus de pions dégâts. C'est pas le moins de points de vie restants. C'est pour ça qu'il faut bien... Je vous ai dit dans une vidéo précédente qu'il valait mieux faire utiliser les dégâts qu'on prend parce qu'il y a plein de choses qui y font référence. C'est le cas ici. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez le plus de dégâts si jamais vous avez autant de dégâts, pardon, par exemple 0 ou 1 sur chacun des deux adversaires qui est au contact. La règle pour les ennemis, c'est qu'on va prendre on va prendre l'ennemi qui joue le plus le plus tôt dans le tour. Donc si ce cave cycle là il a le choix entre Rémi et Zik parce que toutes ces autres options sont équivalentes pour lui dans la condition, il va taper Rémi en priorité. Si c'est Zik et Nightingale, il tapera Zik en priorité. Ok. Maintenant... Et donc, il y a toujours des petits cas où c'est pas forcément tranché. À ce moment-là, vous prenez la règle d'or qui est de... Je sais pas si je vais trouver la bonne page assez facilement, mais quand vous appliquez cette règle, vous mettez de base l'option la plus défavorable aux joueurs, bien entendu. Voilà. Ensuite, un monstre ne fait jamais une action qui le tue obligatoirement. Donc, s'il a une option, il a plus qu'un point de vie, rentrer dans une case, j'en sais rien, le tue. Il a aucune chance de survivre. Voilà. En revanche, il peut éventuellement déclencher une attaque, une break attack, alors qu'il a plus qu'un point de vie. Ça ne le tue pas obligatoirement. Là, il faut suivre l'option qui lui est donnée. Automatiquement. Enfin, faut laisser le jeu jouer. Effectivement, les joueurs peuvent tenter d'utiliser l'IA à leur faveur, ce qui est plutôt bien joué. D'ailleurs, les deux pages que je vois ici, là, moi, ce que je vous conseille, c'est... Alors, comme le PDF est disponible, d'imprimer ces deux pages-là, qui sont tous les mots-clés du jeu. C'est quand même bien pratique de ne pas avoir à réouvrir, à chercher la bonne page, parce ça, c'est un peu dommage, je trouve. Elle est un peu au milieu du livre, quoi. Elle serait à la toute fin, ça aurait été plus pratique. Là, elle est page 33 sur 76. Je me galère tout le temps à retrouver la page. Enfin, bon, moi, je l'avais imprimé. J'ai fini par l'imprimer, mais voilà. Ensuite. Donc ça, c'est la règle. J'ai pas retrouvé la page que je cherchais. Mais c'est pas très grave. C'est une page qui est au moment où on explique les ennemis. Donc ça doit être pas loin de ça. Excusez-moi un petit peu du délai. J'aurais dû l'ouvrir avant. Hop, mais je vais regarder si j'ai rien oublié sur la règle, cette espèce de règle d'or qui permet de... Donc là, c'est toute la description de toutes les actions que je vous ai déjà expliquées. Ça paraît un petit peu beaucoup. Concrètement, voilà. Donc c'est ici. S'il y a plusieurs choix, donc ça, c'est tout ça. Ils peuvent se blesser éventuellement. Si c'est leur seul choix, ils peuvent prendre le truc de se blesser.
mais pas de se tuer. S'ils doivent se tuer eux-mêmes, bah, ils font autre chose. Enfin, ils font éventuellement rien du tout. S'il n'y a pas d'action, euh, 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 alors, ça c'est une nouvelle règle qui n'était pas vraiment présente. Si jamais, euh, pour une raison ou pour une autre, un ennemi est attaqué à un endroit mais ne peut pas riposter d'une manière ou d'une autre, quel que soit le chemin qu'il prend, parce qu'il n'a pas de case dans lequel il pouvait sauter, par exemple, s'il n'a pas ceci, etc. Et on va mettre un token dessus, et ce qui lui permet de se déplacer. Si quelqu'un a ce token-là, un agro token dessus au début de sa phase d'IA, il se déplace, ça lui rajoute un otherwise, se déplacer vers l'adversaire le plus. Parce qu'il y a des moyens dans le jeu de temps en temps, alors c'est assez rare, de vraiment abuser de l'IA et de faire que, bah, comme par exemple lui, si jamais il avait rien de valable, mais qu'on avait un moyen ou un autre de pouvoir le taper sans qu'il riposte, etc., il ne fait pas rien, il essaye quand même de se déplacer. Il va essayer de se déplacer vers les ennemis. Bon, j'ai fait peut-être un peu plus long que ce que je pensais. Ah oui, non, voilà, ce que je voulais expliquer absolument. Vous avez des fois des mots-clés FU, follow-up. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, il vous explique que vous faites une attaque contre un adversaire avec le plus de dégâts. Follow-up, c'est une étape, ça peut être, je ne l'ai pas expliqué sur les joueurs parce qu'on n'en a vraiment pas au début. Il peut y en avoir quelques-uns dans les disciplines et dans les items plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir appliquer cette étape-là, il faut avoir touché dans la première phase. Donc ici, le monstre fait son attaque. S'il touche, je ne dis pas faire des dégâts, hein, je dis s'il touche, on applique l'étape follow-up suivante et on fait la suite. Donc ici, follow-up, il fait une autre attaque contre la même personne et ensuite, il refait une troisième attaque contre la même personne si la deuxième a touché. Ça peut être des attaques comme ceci, mais ça peut être aussi pour empoisonner. Vous voyez ici, on fait une attaque de corps à corps. Follow-up. Donc si j'ai touché l'attaque, ça inflige poison. Difficulté 9. C'est-à-dire que l'adversaire va devoir faire... Enfin, la cible de ce Cave Cycle va devoir faire un jet de conviction et de faire 9 ou plus pour ne pas être empoisonné. Choper la condition poison. Je parlerai des conditions... dans une vidéo consacrée un peu à la fin d'un scénario, vous comprendrez pourquoi bientôt. Donc c'est très important, c'est est-ce qu'on touche ou pas. Dans par exemple descente, on n'inflige pas de conditions si on ne fait pas de dégâts. Là c'est différent. On inflige la condition si on touche seulement. Par exemple, si on peut toucher et faire 0 de dégâts, par exemple. S'il y a 0 de marge, ou si notre adversaire a pas mal d'armure. Voilà. Les dégâts peuvent être réduits à 0. Donc c'est de la même manière, vous avez... quand le monstre fait une attaque, il peut gagner des bonus à ses dégâts, qu'on ne prend en compte que s'il a touché. Voilà. Et sauf, ici, voilà, vous voyez... Le Waterloa dont j'ai déjà parlé, c'est un des rares ennemis du jeu, ou même un des rares moyens du jeu, d'obtenir un bonus sur son attaque roll. Donc lui, il lance ses dés d'attaque, et hop, avant de regarder les autres symboles, on fait 10 plus 3 livres. Il a donc fait 13 pour toucher. S'il touche, ce qui est probablement le cas avec 13, on lui compte éventuellement son étoile pour... voilà. Et vous voyez l'étoile, follow-up, il 2. Donc s'il touche, il peut se soigner de 2 points de vie. Voilà. Donc c'est un des rares cas parce que c'est pas dégâts. En fait, les dégâts ne seront appliqués que si on touche. Ici, vu que ça booste le jet d'attaque, alors concrètement ça bouge aussi un peu les dégâts, mais vu que ça booste le jet d'attaque, on va les prendre en compte avant. Eh ben, je pense que j'ai tout fait pour les ennemis. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je suis désolé des petits moments de vérification toujours à la fin de ces vidéos. Comme
je fais ça un petit peu à l'arrache. J'ai pas une note absolument complète. Ça me paraît pas mal. Donc, je vous retrouverai pour une vidéo. Qu'est-ce qui reste comme sujet à faire? Ce qui se passe à la fin d'un scénario, c'est pas forcément très clair pour tout le monde à chaque fois. J'en profiterai pour parler des conditions. Je vous expliquerai pourquoi. Ce sera probablement la prochaine vidéo. Et puis, je vais voir un petit peu l'organisation du reste. Ah oui, non, je sais ce que je viens de penser. Certains ennemis qui sont invoqués. Alors, les ailiers comme les ennemis invoquent des créatures. Hop, par exemple ça. Hop, une Spirit Blade où nous, on peut finir par invoquer des ennemis. J'en parlerai peut-être plus en détail quand je parlerai je ferai une vidéo sur un peu des cas particuliers, des choses nouveaux dans cette 1.1, vraiment nouveau dans le 1.1, pour mettre l'accent là-dessus. Si vous voyez, il y a des étoiles sur les dés de casting, les dés de conviction. En fait, la créature qui l'invoque lui transmet toutes ces valeurs-là où il y a des étoiles. La conviction, le casting, les points de vie, la défense et les dés de combat. L'armor et le mouvement restent fixes. Voilà. Donc ça, c'est valable pour vous. Si vous invoquez une créature qui a ces symboles-là, et ben vous remplacez les étoiles par vos valeurs à vous ou vos dés à vous. Voilà, c'est tout. Bah, à la prochaine pour la suite des règles de Midara.